Écoutez, déjà, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, pour ma part, je suis Laurent Rosier, donc associé au sein du bureau PKF Arcilène de Bourg-en-Bresse. Et je suis ravi de vous accueillir pour l'édition annuelle de notre webinaire intitulé Panorama des redressements URSSAF 2022. Alors, c'est l'occasion de faire un point sur des domaines d'intervention de l'URSSAF et un rappel sur les bonnes pratiques en cas de contrôle URSSAF, avec un panorama. On va essayer de vous brosser un panorama des redressements qui sont récurrents en particulier. Alors, pour animer cette présentation, vont intervenir deux expertes de la gestion sociale chez nous, à savoir Valérie Pasquier, qui est responsable du service paye et social de la région Rhône-Alpes-Bourgogne, et Aurélie Caron, qui est juriste en droit social à notre bureau de Pau. Alors, durant toute la durée du webinaire, je vous invite à poser vos questions via le chat. J'espère que tout le monde maîtrise bien la petite fonctionnalité du chat pour pouvoir poser les questions. Et Valérie et Aurélie donc essaieront de prendre un temps d'échange avec vous pour répondre à ces questions en fin de session. Alors, si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions, voir s'il y a des questions un peu techniques sur lesquelles il nous faut faire un petit peu d'analyse avant de répondre trop rapidement, Aurélie et Valérie se feront fort de revenir vers vous ultérieurement avec des réponses ponctuellement. Alors, avant de passer la parole à Valérie et Aurélie pour qu'elles vous fassent cette présentation, je vais vous présenter très rapidement le cabinet PKF Arcilon. Alors, pour ceux qui nous connaissent déjà, hein, mais aussi ceux qui nous découvrent, ceux qui ne nous connaissent pas encore bien, PKF Arcilon est né l'an passé, le 1er juillet 2021, de la séparation d'une partie de nos activités de PwC en France. Et il s'agit donc essentiellement des départements de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes pour les PME. Alors, nous traitons, vous vous en doutez, au sein de notre département expertise comptable, bien évidemment, de la paye pour nos clients et également du juridique. Voilà. Alors, PKF Arcilon, ce sont aujourd'hui 700 collaborateurs, animés par une soixantaine d'associés. Et nous sommes présents dans 26 bureaux en France, comme vous le voyez sur l'écran. Et nous sommes membres du réseau international PKF, qui est présent dans un peu plus de 150 pays et qui regroupe un peu plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Voilà. Donc un réseau qui nous permet d'accompagner également nos clients sur leur développement à l'international. Voilà, donc j'ai fait une présentation qui est très brève parce que ce n'est pas trop de sujet de ce webinaire, mais ça permet d'accueillir les derniers arrivants, de vous présenter ce contexte. Et maintenant, je vais passer la parole à Valérie et Aurélie pour démarrer cette présentation. Et je vous souhaite un bon webinaire. Voilà. Merci Laurent, bonjour à toutes et tous. Alors Valérie et moi avons le plaisir de vous présenter cette manifestation Panorama des risques URSSAF. Le rôle et les champs d'intervention de l'URSSAF se sont étendus ces dernières années, augmentant les montants de redressement. Donc nous commencerons par vous rappeler les champs d'intervention de l'URSSAF, puis en quelques chiffres de combien d'interventions de l'URSSAF et de cotisations redressées parle-t-on. Nous verrons ensuite les différentes étapes du contrôle URSSAF et enfin, nous ferons un tour d'horizon des redressements récurrents. Alors, les domaines d'intervention de l'URSSAF. Le recouvrement par l'URSSAF des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre de leurs salariés et des cotisations personnelles des travailleurs indépendants se fait sur la base des déclarations qu'ils effectuent. Ce système déclaratif implique en contrepartie un contrôle a posteriori du respect des législations de sécurité sociale et d'assurance chômage qui se rapportent à l'assiette des cotisations et à leur exactitude. L'URSSAF contrôle les cotisations d'assurance chômage depuis le 1er janvier 2011. Depuis 2021, la contribution AGFIF due par les employeurs d'au moins 20 salariés qui n'ont pas atteint le taux de 6% de travailleurs handicapés est recouvrée et contrôlée désormais par les URSSAF et non plus par l'AGFIF. La collecte par l'URSSAF des contributions de formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage, contribution appelée CUFPA, a débuté en janvier 2022. Au 1er janvier 2023,
L'URSSAF sera également en charge de la collecte des cotisations de retraite complémentaires des entreprises du secteur privé, jusqu'ici assurées par l'Agirc-Arrco. Jusqu'ici, l'URSSAF était habilitée à procéder à de tels contrôles, mais ne les effectuait pas. Donc, ce sera désormais chose faite au 1er janvier 2023. L'URSSAF aura donc un contrôle sur les cotisations de sécurité sociale, de chômage, de retraite complémentaire, de la contribution AGFIF et de la contribution formation professionnelle et taxe d'apprentissage. Donc, on voit effectivement que les domaines d'intervention de l'URSSAF sont particulièrement larges. Je vais passer la parole à Valérie qui va vous présenter quelques chiffres clés. Merci Aurélie. Donc, nous avons souhaité vous présenter dans les 2 prochains supports les chiffres clés. En gros, même si la situation est très différente selon les entreprises, celles-ci conçoivent souvent le contrôle URSSAF comme une affaire relevant des seuls spécialistes de la paye. Il est vrai que ce sont eux qui sont directement impactés lors d'un contrôle URSSAF. Cependant, il faut savoir que l'ensemble de la société doit maîtriser le contrôle URSSAF puisque le service comptabilité et le service juridique aussi sont amenés à intervenir lors d'un contrôle URSSAF. Donc, toutes les personnes concernées, quel que soit leur rôle à jouer au cours d'un contrôle, ont tout intérêt, avant le contrôle, à être désignées et il faut aussi désigner un interlocuteur principal chargé de l'agent du contrôle. En quelques chiffres, nous pouvons voir que selon le rapport d'activité de l'année 2020, parce que le 2021 n'est pas encore sorti, environ 500 milliards de cotisations sont collectées sur toute la France pour approximativement 10 millions de cotisants, les entreprises et les collectivités territoriales pour environ 2,2 millions et 3,4 millions pour les particuliers employeurs. Quasiment la moitié des cotisations déclarées ont été vérifiées pour 2020, soit un peu plus de 22 000 actions de contrôle, ce qui n'est pas négligeable. 90%, un chiffre important, 90% des contrôles aboutissent à une régularisation de cotisation pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, lorsqu'on parle de régularisation de cotisation, il peut s'agir de crédit ou de débit de cotisation. Le calcul des cotisations est complexe et technique. Il est rare qu'un contrôle ne se solde pas par un dressement ou au moins par une observation. Une petite particularité sur 2020 avec des contrôles qui sont un peu plus ciblés sur le travail dissimulé et sur les dispositifs d'activité partielle liés à la crise sanitaire. Les choses changent, les contrôles changent aussi. Si on fait un petit focus sur les tendances en termes de contrôle, on s'aperçoit que les redressements portent essentiellement sur les rémunérations non soumises à cotisation sociale, environ 55% des cas, dont les avantages en nature. Nous en reparlerons plus tard, mais il s'agit d'un sujet important lors des contrôles URSSAF. Ensuite, nous retrouvons les mesures en faveur de l'emploi, donc réduction générale des cotisations, où, comme chacun le sait, le calcul peut parfois être compliqué dans certains cas, représente 18% des redressements. Et puis, nous avons les frais professionnels qui, eux, sont à hauteur de 8%, mais qui sont toujours le petit caillou dans la chaussure lors d'un contrôle. Nous entrerons bien sûr plus en détail dans ces sujets. Aurélie, je te laisse la main pour la procédure. Oui, merci Valérie. Alors, en préambule, 2 types de contrôles existent. Le contrôle sur place, effectué par les agents de l'URSSAF dans les locaux de l'entreprise, et le contrôle sur pièce, réalisé sur dossier dans les locaux de l'URSSAF, réservé aux employeurs de moins de 11 salariés. La procédure de contrôle sur place est une procédure contradictoire, encadrée par la réglementation, avec 3 grandes étapes. L'envoi d'un avis de contrôle préalable, l'établissement d'une lettre d'observation et enfin une mise en demeure en cas de redressement. À noter que l'URSSAF n'intervient pas seulement dans le cadre d'un contrôle, qu'il soit sur place ou sur pièce. En effet, l'URSSAF peut se borner à engager une procédure dite de vérification des déclarations. Elle peut aussi intervenir dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé dans cette situation, sans en informer évidemment au préalable le cotisant. Alors, nous allons revenir sur chacune de ces étapes. Alors, la première étape, un préalable obligatoire au contrôle, l'avis de passage.
tout cotisant est tenu de recevoir à tout moment le ou les agents chargés du contrôle. Le contrôle ne peut pas, sauf exception, débuter sans que le cotisant contrôlé en ait été préalablement avisé. L'URSSAF doit en informer le cotisant en lui transmettant un avis de contrôle. Et l'absence de respect de cette formalité substantielle est de nature à entraîner, à la demande du cotisant, l'annulation de la totalité de la procédure de contrôle. Il existe des exceptions à l'obligation de transmission de l'avis de contrôle et notamment, ce que j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Alors, l'avis de contrôle peut être adressé à l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Et dans la pratique, il va être adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Alors, le Code de la sécurité sociale prévoit que l'avis de contrôle doit être envoyé au moins 15 jours avant la première visite de l'agent chargé du contrôle. De son côté, la charte du cotisant contrôlé, que nous allons voir dans quelques instants, opposable aux URSSAF, prévoit que le délai est de 30 jours. Et dans la mesure où les dispositions de la charte du cotisant sont opposables aux organismes effectuant le contrôle, on peut retenir le délai de 30 jours, même si la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce sujet. Alors, les agents de contrôle peuvent demander la présentation de tout document nécessaire au contrôle, même si les éléments ont déjà été transmis à l'URSSAF, comme par exemple les informations relatives à la déclaration sociale nominative, donc les DSN. Ils peuvent avoir accès à tout support d'information, fichiers informatisés, logiciels, bases de données utiles à leur contrôle. Donc, ils sont à même de demander, donc ça c'est classique, donc les doubles des bulletins de paye, les doubles des contrats de travail, mais également tous les justificatifs liés à l'application d'une exonération de cotisation, comme par exemple la réduction Fillon, également les documents relatifs à la prévoyance, les contrats de prévoyance, les demandes de dispense d'adhésion à la mutuelle par exemple, le registre unique du personnel, la convention collective et finalement tout accord applicable dans la société, accord de participation, d'intéressement, sur la durée du travail et même accord sur les salaires. Ils peuvent également être amenés à demander les factures des sous-traitants ou les factures émises par un travailleur indépendant, les justificatifs de frais. En matière sociale également, ils peuvent demander copie des transactions, des jugements de conseil de prud'homme. Et en matière comptable, donc il va falloir transmettre et mettre à disposition des agents de contrôle les bilans et comptes d'exploitation, les livres de comptabilité générale. Et dans le domaine juridique, plus axé sur le droit des sociétés, donc il va falloir mettre à disposition des agents de contrôle les statuts de la société, l'extrait d'inscription au registre du commerce et ou au répertoire des métiers. Ces documents peuvent être mentionnés dans l'avis de contrôle préalable, mais pas nécessairement. Dans tous les cas, la liste des documents qui figurent dans l'avis de contrôle n'est qu'indicative. L'agent, donc au cours de son contrôle, peut tout à fait être amené à demander aux cotisants tout support d'information supplémentaire. Alors, l'agent peut demander que les documents qu'il souhaite consulter lors du contrôle lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura préalablement informé la personne contrôlée. Alors, on va évoquer maintenant la charte du cotisant contrôlé. Alors, l'avis de contrôle doit faire état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, que le contrôle soit réalisé sur place ou sur pièce. L'avis de contrôle doit préciser l'adresse électronique où le document est consultable et que la charte peut être adressée au cotisant sur sa demande. Alors, la charte du cotisant, elle a été élaborée dans l'optique d'une amélioration des relations entre l'URSSAF et les cotisants. Elle présente en fait de manière simple la procédure de contrôle, le déroulement du contrôle et l'issue du contrôle. Les dispositions de la charte sont opposables à l'URSSAF. Alors, l'absence de mention faisant référence à la charte du cotisant contrôlé dans l'avis de contrôle
emporte la nullité des opérations de contrôle. Alors dans la pratique, une nullité d'un contrôle sur ce motif-là est extrêmement rare. Alors le modèle de la charte est fixé par arrêté, il est disponible sur le site internet de l'URSSAF et il est régulièrement actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires. Alors une nouvelle version est d'ailleurs entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, suite à un arrêté du 31 mars 2022, publié en avril 2022. Alors cette nouvelle version prévoit une procédure plus souple en matière de contrôle sur support dématérialisé. Donc, en prévoyant que les documents peuvent être et les bases de données peuvent être les travaux réalisés sur le matériel professionnel de l'agent de l'URSSAF. La nouvelle charte prévoit également une réduction des délais en cas de crédit, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le contrôle de l'URSSAF se solde par un crédit. Le Code de la sécurité sociale prévoyait un délai maximum de remboursement de 4 mois. La charte prévoyait un délai de 2 mois. Il est désormais réduit à 1 mois pour les contrôles débutant à compter du 1er juillet 2022 et donc c'est la nouveauté. Et enfin, la nouvelle charte apporte des précisions en matière de prescription et sur les majorations de retard en matière de travail dissimulé. Alors maintenant, le jour J, le jour du contrôle. Alors le contrôle se déroule normalement dans les locaux de l'entreprise. Mais le contrôle peut également avoir lieu dans les locaux de l'expert comptable, mais à condition d'en avoir fait au préalable la demande auprès du contrôleur et à condition que celui-ci soit d'accord. Alors, dans la pratique, l'agent de contrôle va débuter son contrôle par un entretien avec le dirigeant afin de comprendre l'activité de la structure contrôlée et l'interroger sur ses pratiques. Donc, une partie du contrôle a généralement lieu dans les locaux de l'employeur et ensuite, le ou les agents de contrôle vont finaliser leurs travaux au sein de l'URSSAF. L'employeur peut être accompagné par son cabinet comptable le jour du contrôle. Les questions techniques comme celles liées au calcul des cotisations sociales sont en général traitées par le cabinet comptable ou les gestionnaires en charge de la paye. Alors l'important, comme vous l'indiquiez tout à l'heure Valérie, est de désigner un interlocuteur afin de centraliser les demandes et les réponses. À l'issue de ces contrôles, lorsque des observations avec ou sans redressement sont envisagées, l'agent de l'URSSAF doit proposer un entretien avec le dirigeant afin de lui présenter le résultat de ces investigations et les suites éventuelles qui figureront dans la lettre d'observation. Alors, nous en venons à la deuxième étape, la lettre d'observation. Alors, il s'agit d'une obligation de l'URSSAF. Au terme de tout contrôle URSSAF, même si aucune infraction ou irrégularité n'est relevée, l'agent chargé du contrôle doit adresser à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi d'une mise en demeure en cas de redressement. Et cette lettre est appelée lettre d'observation. Donc, il s'agit d'une formalité substantielle et la non-communication par l'URSSAF entraîne la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure éventuelle qui s'ensuit. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans la pratique, la nullité du contrôle URSSAF n'est très rarement obtenue sur cette base-là. Alors, au niveau de la date, quel est le délai d'envoi pour adresser la lettre d'observation? Il n'y a pas de délai précis qui est prévu par les textes dans le cas général. Alors, il y a quand même une exception qui est prévue pour les employeurs de moins de 20 salariés, où là, la durée maximale du contrôle est fixée à 3 mois, à compter du début effectif du contrôle jusqu'à l'envoi de la lettre d'observation. Et cette période peut être prolongée une fois pour une durée de 3 mois à la demande de l'employeur ou de l'URSSAF.
Alors, la lettre d'observation, elle va être envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Et dans la pratique, hein, elle va être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être datée, signée par le ou les agents de contrôle sous peine de nullité. Et donc, à l'issue des opérations de contrôle, la lettre d'observation peut conclure au constat d'une bonne application de la législation, hein, donc à une absence d'observation, ce qui est assez rare, à des observations pour l'avenir, sans redressement, à des régularisations de cotisations en faveur de l'URSSAF ou à un solde créditeur en faveur du cotisant. Alors, nous allons aborder la dernière étape, donc la mise en demeure en cas de redressement et ou d'observation pour l'avenir. Alors, à savoir qu'avant la mise en demeure, il est obligatoire de respecter une période contradictoire à réception de la lettre d'observation. Le cotisant, donc vous tous, disposez de la faculté de répondre à la lettre d'observation dans un délai de 30 jours, pouvant être porté à 60 jours sur demande du cotisant. Donc là, il faut effectivement analyser la lettre d'observation et si des recherches doivent être réalisées, peut-être ne pas hésiter à solliciter un délai supplémentaire pour préparer au mieux la lettre d'observation. Et donc, si le cotisant a répondu à la lettre d'observation dans le délai prévu par les textes, l'agent de l'URSSAF est tenu de répondre à son tour. Alors, il n'y a pas de délai qui est prévu par les textes pour répondre à la personne contrôlée. Toutefois, aucune mise en recouvrement ne peut avoir lieu, aucune mise en demeure ne peut être adressée avant la réponse de l'agent de contrôle. Alors, l'URSSAF peut revenir totalement ou partiellement sur sa demande ou maintenir sa position. Donc, à l'issue de la période contradictoire, une mise en demeure de payer et ou des observations vont être notifiées aux cotisants. Quelle est la prescription des cotisations applicables? Les cotisations URSSAF se prescrivent par 3 ans. Alors, une prescription de 5 ans est prévue dans certaines situations, comme en cas de travail illégal, mais la prescription de droit commun est de 3 ans, à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Alors, à titre d'exemple, hein, pour un contrôle réalisé en 2022, les années redressées vont être les années 2021, 2020 et 2019 pour les entreprises qui emploient des salariés. Des aménagements à la prescription ont été apportés afin de tenir compte du contexte sanitaire lié à la Covid-19. Alors, les délais de prescription applicables ont été suspendus par la loi entre le 12 mars et le 30 juin 2020, donc pendant 11 jours. Et l'article 25 de la loi de finances rectificative de juillet 2021 prévoit également que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'1 an à compter de cette date. Alors, au montant de la régularisation des cotisations proprement dit, s'ajoutent des majorations de retard. Alors, ces majorations s'appliquent automatiquement. Le taux de la majoration principale de retard est fixé à 5% du montant des cotisations et contributions non versées à la date d'exigibilité. Et à la majoration de 5% s'ajoute une majoration complémentaire de 0,20% des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulés à compter de leur date d'exigibilité. Alors, il faut savoir que depuis le 1er avril 2020, aucune majoration de retard n'est applicable si le montant total redressé est inférieur à 41 136 €. Alors, comment contester une décision de l'URSSAF? Le cotisant doit d'abord saisir la commission de recours amiable qu'on appelle parfois la CRA. C'est une obligation préalable à toute action contentieuse. Donc, c'est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire qui est le tribunal compétent. Alors, le cotisant doit saisir la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la mise en demeure de l'URSSAF et non de la lettre d'observation envoyée par l'agent de contrôle.
ou de la décision de l'URSSAF confirmant des observations pour l'avenir. Aucune disposition ne fixe de délai dans lequel la commission de recours amiable, donc qui est une commission interne à l'URSSAF, doit rendre sa décision, ce qui peut prendre plusieurs mois. Il est seulement prévu que si la décision de la commission de recours amiable n'est pas portée à la connaissance du cotisant dans le délai de 2 mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Alors, lorsque la commission de recours amiable rend une décision explicite, sa décision doit être motivée et détaillée par motif de redressement, les montants qui sont, le cas échéant, annulés et ceux dont le cotisant restera redevable au titre de la mise en demeure qui a été précédemment reçue. La décision de la commission de recours amiable doit indiquer les voies de recours possibles pour le cotisant. Alors, en cas de contestation de la mise en demeure, il faut savoir que vous n'êtes pas tenu de procéder préalablement au règlement des sommes réclamées. Mais dans cette situation-là, il faut également savoir que la saisine de la commission de recours amiable n'interrompt pas le cours des majorations de retard. C'est pourquoi vous avez peut-être intérêt dans la pratique à régler les sommes pour le moins qui ne sont pas contestées, même celles qui sont contestées, et si l'URSSAF revient sur sa décision, dans ce cas-là, un crédit vous serait accordé. Alors, lorsque la commission de recours amiable a rejeté la réclamation du cotisant, que ce soit expressément ou implicitement, le cotisant peut saisir en première instance le pôle social du tribunal judiciaire. Donc, la saisine du tribunal judiciaire, en synthèse, elle peut intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision explicite de la commission de recours amiable ou, en l'absence de réponse explicite, à l'expiration du délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de recours amiable. Alors, on va aborder un principe qui est bon à savoir et qui peut vous être utile. Donc, c'est l'opposabilité du précédent contrôle ou la décision implicite. Alors, le cotisant peut en effet s'appuyer sur une décision implicite de son organisme de recouvrement. En effet, si l'URSSAF, lors d'un précédent contrôle, n'a formulé aucune observation concernant les pratiques qui avaient donné lieu à vérification, il est possible pour le cotisant d'établir qu'elle a implicitement donné son accord à ces pratiques. Et cette décision implicite engage l'URSSAF qui l'a prise, sous réserve que 2 conditions soient remplies. D'une part, l'URSSAF doit avoir eu l'occasion, au vu de tous les documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments-là. L'agent de contrôle doit avoir pu examiner les points litigieux, reçu les informations nécessaires pour leur vérification et n'avoir formulé aucune observation. D'autre part, les pratiques du cotisant doivent être identiques lors du contrôle en cours et lors du précédent contrôle. Et la législation et la réglementation doivent être inchangées. La preuve de l'accord tacite, si jamais vous souhaitez faire valoir ce principe, pèse sur le cotisant, donc pèse sur vous. Alors, en pratique, cette preuve peut être utile, mais elle est difficile à rapporter dans la mesure où la décision implicite ne peut pas reposer sur le seul silence de l'agent de contrôle lors de la vérification. Il faut en effet apporter la preuve que lors du précédent contrôle, l'URSSAF a eu l'occasion de se prononcer au vu des documents consultés, en toute connaissance de cause sur les éléments, et que les circonstances de droit et de fait sont inchangés. En conclusion, un principe à connaître si vous avez déjà fait l'objet d'un contrôle URSSAF, mais l'absence de redressement antérieur ne vous prémunit pas de tout redressement. Et je vais maintenant laisser la parole à Valérie. Merci beaucoup Aurélie pour toute cette procédure qui peut paraître très compliquée, voire anxiogène pour les entreprises. Donc, afin de vous accompagner, nous avons préparé un petit panorama. Alors, qui n'est pas forcément très exhaustif ou très complet, mais au moins, ce sont les points les plus récurrents en termes de contrôle. Donc, nous allons commencer par
Comme je vous le disais, il y a 7 contrôles sur 10 qui donnent lieu à à une détection, d'une erreur en faveur ou en défaveur des cotisants. Pour près de 90 des cas, les erreurs d'application de la législation identifiée par l'URSSAF portent sur la rémunération, qui sont non soumises à cotisation, les exonérations, les frais professionnels et les déductions non justifiées. Donc, pour tous ces motifs, une logique simple et en même temps redoutable, hein, s'impose tant à l'URSSAF qu'aux personnes contrôlées. Toutes les sommes et avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent entrer dans l'assiette de cotisation de sécurité sociale. Principe de base. Ce n'est que par exception que certaines sommes et avantages n'entrent pas dans cette assiette, soit par un texte spécifique le permet, soit une tolérance administrative l'admet. Il y a des points de contrôle et de redressement qui sont plus fréquents que d'autres. Nous avons identifié, attention, à peu près 150 motifs de redressement, donc ce qui est énorme, c'est la porte ouverte, à beaucoup de redressements. Parmi les sujets possibles, nous trouvons la rupture des contrats de travail, l'épargne salariale, donc comme je disais, les réductions de cotisations. Mutuelle et prévoyance peut aussi être amené à faire l'objet d'un redressement et les avantages servis par le CSE. L'activité partielle, comme on l'a vu tout à l'heure, peut aussi entrer dans le champ du contrôle possible. Nous avons sélectionné quelques sujets, la liste des pièges à éviter, la tarte à la crème, si je puis dire. Nous trouvons le forfait social CSG-CRDS sur les indemnités de rupture lorsque le seuil d'exonération est atteint. Donc la vigilance, c'est le sujet va forcément, le contrôleur va forcément sur ce sujet quand vous avez des ruptures qui ont des sommes conséquentes. La transaction est un point de vigilance, car les sommes versées dans le cadre d'une transaction peuvent suivre des régimes sociaux différents, suivant qu'elles réparent un préjudice né de la perte d'emploi, donc exonérée de cotisation, ou qu'elles règlent des sommes ayant un caractère de rémunération, donc soumis à cotisation. Donc une indemnité transactionnelle peut être éclatée et une partie peut être soumise ou non à cotisation sociale. Attention, attention. Un sujet aussi qu'on retrouve souvent et qui est un petit peu délicat, il s'agit de la rupture conventionnelle des salariés de plus de 55 ans. Là aussi, la société doit être en capacité de fournir à l'URSSAF un justificatif attestant que le salarié ne peut pas bénéficier d'une retraite à taux plein. C'est un peu compliqué car certains salariés ne souhaitent pas donner ce document à leur employeur. Il s'agit ni plus ni moins du relevé de carrière. Donc là, c'est les 3 thèmes qui sont souvent en termes d'actualité et de redressement. Autre sujet, nous avons bien, les avantages en nature. Les avantages en nature et frais professionnels constituent 2 thèmes traditionnels des contrôles. Ce sont la plupart du temps des redressements, alors plus ou moins conséquents suivant la pratique. Donc il est important de rappeler la définition de ces 2 notions, puisqu'en principe, les frais professionnels remboursés aux salariés ou directement pris en charge par l'employeur n'entrent pas dans l'assiette de cotisation sous réserve d'un certain nombre de conditions. Les avantages en nature, au contraire, rentrent dans l'assiette de cotisation, ce qui pose des questions d'évaluation, bien sûr. Donc l'avantage est constitué par la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant aux salariés de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter à titre privé. Donc l'avantage en nature constitue un élément de rémunération soumis à cotisation sociale. En principe, les avantages en nature doivent être évalués d'après leur valeur réelle. Néanmoins, et sous certaines conditions, certains avantages peuvent être évalués de façon forfaitaire. Nous vous avons fait un petit état des avantages en nature existants. Donc, nous trouvons le logement, le véhicule, les outils issus des technologies de l'information et de la communication et la nourriture. Un point d'intention concernant la vente aux salariés. En principe, les produits et services que l'entreprise vend à titre préférentiel à ses salariés doivent être soumis à cotisation sociale. Toutefois, une tolérance de l'administration admet qu'ils ne constituent pas un avantage en nature dès lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix de vente public normal TTC. Donc, si ces conditions ne sont pas respectées, l'URSSAF peut procéder à un redressement.
Concernant les avantages en nature, nous avons souhaité attirer votre attention sur la mise à disposition des véhicules de service à un salarié. Oui, des fois, on hésite, véhicules de service, véhicules de fonction, on ne sait pas trop où on se positionne. À savoir que l'URSSAF est très, très vigilante sur les véhicules de service et l'URSSAF peut, après étude des conditions, considérer que la mise à disposition d'un véhicule à usage professionnel constitue en réalité un avantage en nature. Un petit élément de contexte, une société met à disposition d'un salarié un véhicule sans décompter d'avantage en nature. Une convention de mise à disposition prévoit que cette utilisation est exclusivement professionnelle. La présence d'écrits limitant l'utilisation du véhicule à un usage professionnel n'est pas suffisante, hélas, en présence d'éléments démontrant une mise à disposition permanente à des fins professionnelles. La l'URSSAF est un petit peu vicieuse, excusez-moi l'expression, mais elle peut procéder à un rapprochement entre le carnet de bord du véhicule fourni, les relevés de péage, les déplacements professionnels. Donc, en gros, point de vigilance, il faut absolument formaliser et justifier la réalité des déplacements professionnels afin d'éviter une requalification de la mise à disposition du véhicule de service à des fins personnelles. Un autre sujet d'actualité ou pas, je ne sais pas, il s'agit des contraventions. Attention à la prise en charge des contraventions concernant les infractions commises par les salariés. Elles entrent forcément dans l'assiette de cotisation. Quelques distinctions sont à faire suivant les infractions. Concernant les infractions mettant directement en cause le comportement du salarié, là je suis sur d'un excès de vitesse, une conduite en état d'ivresse, toutes ces infractions présentent un caractère personnel et leur paiement ou leur remboursement par l'employeur constitue un élément de rémunération soumis à cotisation sociale. On intègre cette infraction, ce montant d'infraction en haut de bulletin de paie, on paie les cotisations sociales dessus. Vous avez aussi les amendes pour stationnement irrégulier, même régime, à savoir cotisation sociale, peu importe les conditions dans lesquelles l'amende a été infligée. Un troisième point concernant les infractions, ce sont les infractions résultant du mauvais fonctionnement, alors attention, du véhicule du salarié. Le salarié possède un véhicule qu'il utilise à des fins professionnelles. Il commet une infraction qui résulte du mauvais fonctionnement, défaut de contrôle technique, défaut de feu stop. La responsabilité relève du titulaire du certificat d'immatriculation, c'est-à-dire du salarié. Le paiement ou le remboursement par l'employeur constitue donc la prise en charge d'une dépense personnelle et automatiquement le montant correspondant est un élément de rémunération soumis à cotisation. Donc, notre petit conseil, il faut, à notre sens, sensibiliser le salarié sur sa responsabilité en cas d'infraction au code de la route. Un petit point, aussi à savoir, mais j'espère que vous le savez tous, l'entreprise, en cas d'infraction commise par un salarié avec un véhicule appartenant à la société, l'entreprise doit transmettre à l'administration l'identité de la personne physique qui conduisait le véhicule afin de lui attribuer la perte de points. Un autre sujet classique, donc les frais professionnels. À noter que le remboursement des frais professionnels n'est pas toujours assuré via les bulletins de salaire. Le service paye ne peut donc ne pas avoir connaissance des remboursements faits aux salariés. L'URSSAF contrôle ces éléments au travers de la comptabilité. Juste un petit rappel, la définition des frais professionnels, ce sont des charges de caractère spécial inhérents à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de son travail. Donc l'employeur doit rembourser ces frais puisque par principe, en droit du travail, un salarié n'a pas à supporter des frais supplémentaires pour exercer son activité professionnelle. Mais même s'il est possible, bien sûr, pour un employeur de définir des règles en la matière. Dans certains cas express prévus par les textes, les frais professionnels peuvent être évalués forfaitairement. Donc là, on repart sur des frais de restauration, des véhicules utilisés à des fins professionnelles et les frais de mobilité. Néanmoins, il incombe toujours à l'employeur de justifier de l'utilisation effective de l'indemnité pour des frais professionnels conformément à leur objet pour pouvoir prétendre à l'exonération sociale. Donc, il va s'agir de remboursement et de frais engagés par le salarié lors de l'utilisation de véhicules personnels pour les déplacements professionnels. Là, nous parlons d'indemnité kilométrique, le remboursement des repas, le remboursement des frais de transport ou des frais liés au télétravail.
nouveaux frais qui apparaissent dans le panorama. Attention, quelques exemples de redressement. L'employeur doit absolument tenir à la disposition de l'URSSAF un certain nombre de justificatifs. Concernant les notes de restaurant seront forcément requalifiées en avantage en nature lorsque le nom des invités n'est pas inscrit derrière le ticket de caisse. Il ne suffit pas d'avoir la petite note, il faut aussi inscrire, quand vous avez des invités, il faut que vos salariés inscrivent au dos du ticket de caisse le nom des invités. On retrouve aussi le fait que l'URSSAF peut procéder, comme je vous disais, à des recherches très poussées sur la justification des indemnités de kilométrique. Fini le temps où on pouvait donner des indemnités kilométriques sans justifier de leur utilisation. Aujourd'hui, l'URSSAF mène des investigations qui leur permettent de contrôler que les indemnités kilométriques et surtout les remboursements des frais engagés lors de l'utilisation d'un véhicule personnel sont bien valables. Donc l'inspecteur regarde les tickets de resto, les péages, les parkings, le motif et la justification des déplacements. Donc en termes de bonnes pratiques, il faut être vigilant sur le formalisme lié au remboursement des frais professionnels. Alors on nous demande toujours, mais comment je peux justifier que mon salarié a bien fait ses indemnités, a bien fait ce voyage? Alors, si on parle des indemnités kilométriques, il faut faire un état détaillé des déplacements clients avec l'itinéraire. Il faut avoir en possession la carte grise du véhicule du salarié. Attention à l'application du barème fiscal. Le contrôleur vérifie l'application de la bonne tranche en fonction du nombre de kilomètres parcourus et aussi l'application du bon barème, parce qu'il y a des petits malins qui ne prennent pas forcément le bon barème. L'inspecteur contrôle surtout la réalité des kilomètres. Il ne faut surtout pas mettre de forfait en kilomètres pour regrouper les petits déplacements. Non, ça c'est c'est déconseillé. Il faut noter ces kilomètres au fur et à mesure afin d'avoir quelque chose de viable et de fiable à produire lors d'un contrôle URSSAF. Quand on parle des frais de repas, l'inspecteur va contrôler que la situation de déplacement est bien avérée, pardon. C'est-à-dire que le salarié n'est pas à proximité de l'entreprise ou de son domicile. Si le repas est pris au siège de l'entreprise ou au domicile du salarié, l'inspecteur redresse. Un point aussi à vérifier, attention, ne cumulez pas ticket restaurant et remboursement de repas, forcément redressement. Et comme je disais, bien noter aussi les noms des invités. Nous avons aussi des nouveaux frais de télétravail. Donc là, une situation avant et après Covid. Attention, la loi ne prévoit pas de prise en charge du coût découlant directement de l'exercice du télétravail. Toutefois, l'obligation de prise en charge des frais professionnels est prévue sans restriction par la jurisprudence. Avant Covid, il fallait que le salarié justifie d'une facture pour pouvoir se faire rembourser ses frais de télétravail, une facture de box personnel ou quelque chose comme ça. Désormais, le bulletin officiel de la sécurité sociale, vulgairement appelé le BOSS, Aurélie nous en parlera tout à l'heure, prévoit un forfait de 10 € par mois, par jour de télétravail, par semaine. Il s'agit d'une franchise de cotisation. Pour un salarié qui travaille 2 jours par semaine en télétravail, vous pouvez lui rembourser jusqu'à 20 € en frais professionnels par mois. Un salarié qui est 100% télétravail, c'est-à-dire 5 jours par semaine, vous pouvez lui rembourser jusqu'à 50 € de frais professionnels en qualité de télétravail. Alors, un petit conseil, pareil, l'idéal est d'avoir un accord de télétravail qui justifie que le salarié est bien en télétravail. Et un dernier point, il s'agit des frais de transport. Vous avez la possibilité et l'obligation aussi, parfois, de rembourser 50% de l'abonnement de transport en commun. Attention, si le salarié a des frais au-delà, vous pouvez prendre en charge à hauteur de 200 € par an pour les frais de carburant et les frais de mobilité. On peut aller jusqu'à 500 voire 600 €. Mais toujours le même conseil, conserver les justificatifs de ces dépenses. Un autre point, alors on peut être fort sympathique et donner des bons d'achat, des cadeaux, très bien. Par contre, attention, ce sont aussi des sujets de redressement. Par principe, les bons cadeaux devraient être soumis à cotisation sociale. Pareil, tolérance des URSSAF pour exonérer des bons d'achat ou des bons cadeaux dans certaines conditions. Pour rappel, le critère d'exonération des bons cadeaux, 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, 170 €, une tolérance par exception pour 2021 portée à 250 €.
Donc, l'attribution de ces bons doit être attachée à un événement. Noël, naissance, mariage, Pâques, entrée scolaire, Saint-Nicolas pour certaines régions. Voilà, l'attribution doit forcément être attachée à un événement. Alors, les œuvres sociales du CSE font souvent l'objet de redressement URSSAF, notamment pour le non-respect de ce fameux plafond de 5% et pour l'utilisation insuffisamment déterminée des cadeaux et des bons d'achat. Il est donc nécessaire d'alerter les élus sur les risques de redressement. Cela s'impose d'autant plus que c'est l'entreprise et non le CSE qui est redressé sur ses avantages. À savoir que l'entreprise peut par la suite se retourner vers le CSE pour obtenir le remboursement du redressement correspondant, ce qui dans la pratique n'est rarement, voire jamais fait. Donc notre petit conseil, l'employeur a tout intérêt à rappeler les règles au CSE concernant ses bons d'achat et ses cadeaux. Un sujet très, très d'actualité, il s'agit de l'abattement pour frais professionnels, à une pratique de plus en plus encadrée. Le principe, l'employeur peut, pour une liste précise de professions, appliquer une déduction forfaitaire spécifique, que je vais appeler vulgairement DFS, pour frais professionnels à l'assiette de cotisation. Donc, lorsqu'elle est applicable, la DFS permet de réduire l'assiette de cotisation de sécurité sociale en appliquant un abattement qui varie de 5 à 40% suivant les professions. Vous retrouvez la liste des professions éligibles dans le Code général des impôts. Les professions sont, par exemple, conducteur routier, VRP, ouvrier du bâtiment, artiste, musicien, journaliste. Cette déduction forfaitaire est limitée à 7 600 € par salarié et par année civile. Une fois que les 7 600 € sont atteints, le quota est épuisé et la pratique n'est plus possible pour le reste de l'année civile. Attention, lors d'un contrôle URSSAF, l'URSSAF vérifie les modalités de mise en place. À savoir que pour pouvoir appliquer la DFS, il faut un accord d'entreprise ou l'accord du CSE. À défaut, un accord annuel individuel pour chaque salarié. Là, c'est demandé systématiquement. Il appartient à l'employeur de prouver que les salariés ont bien été informés des conséquences de l'application de la DFS sur la validation de leurs droits. S'agissant d'une condition d'application du dispositif, son non-respect fonde la réintégration dans l'assiette de cotisation du montant de la déduction appliquée par l'entreprise. Ce point est automatiquement, hélas, vérifié et il faut être très, très vigilant sur le respect du formalisme. Alors, quand je vous disais point d'actualité, à savoir que la DFS est en évolution et une des modifications importantes sont à appréhender à compter du 1er janvier 2023. Changement de doctrine au 1er janvier 2021. Avant le 1er janvier 2021, traditionnellement, l'application de la DFS n'était pas subordonnée au fait que le salarié supporte effectivement des frais professionnels. Dès lors que le salarié exerçait une profession identifiée et éligible à la DFS et que l'employeur était autorisé à l'appliquer, il pouvait la mettre en œuvre même si le salarié ne présentait aucune demande de remboursement ou si l'employeur lui remboursait l'intégralité de ses frais. Eh bien, le bulletin officiel opposable à l'URSSAF depuis le 1er avril a changé radicalement cette pratique. Le nouveau principe, donc la DFS, suppose que le salarié supporte effectivement des frais. Donc la seule appartenance à une profession n'ouvre plus droit à la DFS. Il ne suffit pas à permettre le bénéfice de la déduction. L'employeur doit disposer de justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Et c'est là que ça devient très compliqué. Parce qu'en l'absence de frais effectivement à engager, ou si l'employeur prend en charge ou rembourse la totalité des frais, il est impossible d'appliquer cette déduction forfaitaire. Alors, à notre sens, si le salarié et l'employeur partagent une partie des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique peut être appliquée, mais la partie supportée par l'employeur doit être réintégrée dans l'assiette de cotisation préalable à la DFS. Donc là, on a vraiment un changement de méthode et un changement de doctrine qui vont avoir ou qui ont déjà un impact important tant sur les cotisations que sur le net à payer que sur les droits des salariés. Il existe un délai d'adaptation jusqu'à fin décembre 2022. Donc là, nous sommes encore dans le délai d'adaptation, encore 6 mois. Cependant,
Le bulletin officiel de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de contrôle relatif à des périodes couvrant les périodes avant le 31 décembre 2022, l'URSSAF ne procédera pas à un redressement. Non. Et on l'a vu dans les faits, elle procède uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir et l'employeur devra respecter cette nouvelle application. Donc là, il s'agit vraiment d'un changement de doctrine et d'un changement de méthode dont les conséquences peuvent être importantes sur les bulletins de paie des salariés. Voilà en ce qui concerne les déductions. Je vais laisser la main à Aurélie qui va nous parler des frais de santé. Merci Valérie. Alors, les contributions patronales qui participent au financement des régimes de retraite supplémentaires et de prévoyance bénéficient d'un régime social de faveur dans la mesure où elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions et dans certaines limites. Elles peuvent faire l'objet de redressement en cas de contrôle URSSAF, essentiellement en cas d'application erronée des dispositions relatives au respect du principe du caractère collectif et obligatoire des garanties mises en place. L'URSSAF vérifie en effet les conditions de mise en place et notamment l'information des salariés en cas de mise en place de ces régimes par décision unilatérale. Elle vérifie également que l'employeur dispose bien des justificatifs en cas de dispense d'adhésion des salariés à ces régimes. Alors toutefois, à savoir que sur ces sujets, pour les contrôles engagés depuis 2016, le montant du redressement peut être réduit à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes qui faisaient défaut. Alors autrement dit, le redressement peut être calculé sur une assiette correspondant à la situation des seuls salariés dont la couverture ne respecte pas les critères liés au caractère collectif et obligatoire ou pour lesquels l'employeur n'est pas en mesure d'apporter les justificatifs demandés. Alors c'est vrai qu'il existe des cas de dispense d'adhésion au régime prévus par la loi ou par les actes fondateurs de mise en place de ces régimes que je ne vais pas développer. Alors le redressement, il est réduit et il est fixé à hauteur de 1,5 fois les sommes en cause lorsque le montant du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense d'adhésion. Il va être réduit à 3 fois les sommes dans le cas où les manquements à l'origine du redressement ne révèlent pas une méconnaissance d'une particulière gravité de la réglementation. Alors, notre conseil sur ce sujet, c'est de s'assurer annuellement être en possession des justificatifs de dépenses au cas où les salariés n'adhèrent pas au dispositif. Alors, autre obligation à connaître en cas de recours à la sous-traitance, donc on passe sur un tout autre sujet. Il faut savoir que vous devez être en possession d'une attestation dite de vigilance à réclamer au co-contractant. Alors, cette obligation, elle a été mise en place afin de prévenir le travail dissimulé. Et donc, la responsabilité du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, elle peut être engagée s'il ne s'est pas assuré du respect par son co-contractant ou son sous-traitant de certaines règles prévues par le Code du travail ou le Code de la sécurité sociale. En pratique, le donneur d'ordre a une obligation de vigilance qui lui impose de demander certaines informations à son sous-traitant sous peine d'être condamné solidairement avec lui au paiement de diverses sommes en cas de travail dissimulé du sous-traitant. Alors, quels vont être les contrats concernés? Donc, on va avoir les contrats portant sur l'exécution d'un travail, d'une fourniture d'une prestation de service ou l'accomplissement d'un acte de commerce, dès lors que le montant est d'au moins 5 000 € hors taxe. Alors, seul le sous-traitant est habilité à demander la délivrance de cette attestation, donc attestation de vigilance, qu'il va transmettre au donneur d'ordre.
Et l'attestation, dans la pratique, hein, elle peut être obtenue par le sous-traitant sur Internet et sur son site personnel de l'URSSAF, sur son compte personnel de l'URSSAF. Alors l'attestation, elle va mentionner l'identification de l'entreprise avec le SIRET de l'entreprise et des éventuels établissements de la société, que l'employeur est à jour de ses obligations sociales à la date d'exigibilité de la dernière période traitée, et également le nombre de salariés et le montant des rémunérations déclarées à l'URSSAF et que les cotisations ont été acquittées. Alors l'attestation, elle est à demander lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Alors, quelles sont les sanctions en cas de non-respect? Les sanctions peuvent être lourdes et à défaut de procéder à cette injonction, vous pouvez être tenu de régler les impôts, taxes, cotisations de sécurité sociale, rémunérations et charges du sous-traitant si celui-ci a eu recours au travail dissimulé. Et de plus, si en tant que donneur d'ordre, vous n'accomplissez pas vos obligations en matière de vigilance, l'URSSAF peut également annuler les exonérations et réductions de cotisations qui ont été appliquées à vos salariés pendant la période de travail dissimulé du sous-traitant. Alors c'est vrai que sur ces sujets, on constate hein, par expérience que l'URSSAF est de plus en plus exigeante sur ces sujets. Donc, il faut connaître ce principe. Alors parfois, l'URSSAF va se contenter d'émettre des observations que vous devez, et donc il faudra les respecter pour l'avenir. Mais il ne faut surtout pas omettre de demander cette attestation si vous êtes concerné. Alors de même, si en tant que professionnel en situation de donneur d'ordre, vous êtes informé donc du manquement de vos sous-traitants à ces obligations, vous devez l'adjoindre officiellement donc d'arrêter les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception. Alors autre sujet en lien avec le précédent, l'indépendance du sous-traitant, elle peut être remise en cause si l'URSSAF démontre l'existence d'un lien de subordination entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Et donc l'URSSAF, hein, clairement, elle va requalifier en salarié la relation entre un donneur d'ordre et un sous-traitant, considérant que le lien de subordination est reconnu avec l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives aux sous-traitants. Donc là, dans la pratique, hein, pour éviter une telle situation, il faut bien que le sous-traitant soit libre de ses horaires, qu'il puisse organiser librement son travail et avoir d'autres clients pour ne pas être économiquement dépendant d'un seul donneur d'ordre, puisque dans cette situation, l'URSSAF va aisément requalifier la situation en contrat de travail. Alors, l'affaire avait été médiatisée il y a quelques années, mais il est vrai que c'est sur ce fondement-là que la Cour de cassation avait validé la position de l'URSSAF, qui avait requalifié en contrat de travail la relation entre la plateforme Uber et leurs anciens chauffeurs. Alors, on poursuit avec un autre point de vigilance qui va concerner les impacts liés à la représentation du personnel. Alors, il faut savoir que le non-respect de certaines obligations en matière de dialogue social peut avoir des incidences en cas de contrôle URSSAF et entraîner un redressement. Alors, le premier point va concerner donc 2 exemples. Hein. En cas de mise en place de l'activité partielle, si vous avez un CSE, vous devez le consulter. Alors, il faut savoir que le non-respect de cette obligation pourrait entraîner une remise en cause des exonérations si cette obligation n'a pas été respectée. Une pénalité également peut être appliquée si vous n'avez pas engagé de négociation annuelle obligatoire, donc qu'on appelle la NAO. Alors la NAO, elle est à mettre en place lorsque vous avez un délégué syndical qui a été désigné dans votre structure. Et donc ce qui est sanctionné, donc c'est l'absence de négociation. Ce n'est pas l'échec des négociations. Mais dans ce cas-là, donc une pénalité de l'URSSAF peut être appliquée après un contrôle de l'inspection du travail que je ne vais pas détailler. Alors, dernier point, donc on va en venir au bulletin officiel de sécurité sociale dont Valérie vous a parlé, et c'est le dernier sujet sur lequel nous souhaitions vous sensibiliser, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale appelé le BOSS. Alors, le principe
du bulletin officiel de la sécurité sociale. Alors, il trouve sa source dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a prévu la création d'un site internet afin de mettre à disposition des cotisants l'ensemble des textes applicables, les instructions, les circulaires, à disposition des cotisants. Donc, il a vocation à rassembler l'ensemble de la doctrine administrative et il est opposable aux organismes de recouvrement depuis le 1er avril 2021. Donc, il a vraiment pour objectif d'assurer une plus grande sécurité juridique qui va se substituer au texte existant. Alors, au 1er avril 2021, le BOSS comportait un premier lot de fiches qui sont consacrées au principe de calcul des cotisations sociales sur le forfait social, les règles relatives au plafond, les avantages en nature, les frais professionnels, les indemnités de rupture. Et donc, il s'est depuis enrichi dans le courant de l'année 2021 et en 2022. Il continue d'être alimenté et donc il va être enrichi sur tous les sujets liés à la protection sociale complémentaire. Et là, dernièrement, il a été enrichi en apportant des précisions sur le calcul des effectifs. Alors, ça, en général, le bulletin officiel de la sécurité sociale n'a fait que confirmer la position de la doctrine administrative, mais on a vu qu'il y a pu y avoir des changements dans la doctrine, et Valérie vient de vous en donner un exemple important avec la pratique sur l'abattement pour les frais professionnels. Alors, le bulletin officiel de la sécurité sociale, ça doit finalement devenir notre outil de consultation privilégié pour les services RH et les services paye. Et donc, vous avez sur le support la page de présentation du bulletin officiel de sécurité sociale. Alors, nous en avons terminé avec la présentation de cette manifestation. Alors, nous avons débordé de quelques minutes. Alors, Valérie et moi, vous remercions évidemment pour votre attention. Alors, nous restons à votre disposition. Si tu en es d'accord, Aurélie, il y a quelques questions dans le chat. Voilà. On peut peut-être y répondre en direct. Concernant le télétravail, oui, je vous confirme qu'un jour de télétravail donne droit à 10 €. Bon, un jour de télétravail par semaine donne droit à 10 € par mois. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'être 2 jours de télétravail toutes les semaines, vous pouvez lui verser jusqu'à 20 € par mois. Voilà, en ce qui concerne le télétravail. Pourquoi? Alors, quand je parle de remboursement de 50% des frais de déplacement, je me suis peut-être mal exprimée, je parlais de la prise en charge obligatoire de 50% des frais d'abonnement pardon, tout ce qui est bus, train, pour que le salarié puisse venir travailler. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Par contre, il y a une question, je ne sais pas si tu peux y répondre, Aurélie. Oui. 5 000 € par facture ou par C'est an? par facture, c'est par facture, c'est sur le contrat qui a été négocié, donc ça sera par facture. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu, mais sachez que on vous tient à disposition aussi des notes d'information concernant les frais professionnels. Nous avons fait un flash d'actualité qui a été diffusé il y a je crois 15 jours ou 3 semaines, que vous devez certainement retrouver sur notre site internet où vous avez toutes ces questions aux réponses concernant les frais de déplacement qui sont, on le voit, des sujets d'actualité et que les salariés demandent beaucoup aujourd'hui des remboursements de ces frais. Donc, sachez qu'il y a un flash avec toutes les possibilités et l'éventail de prise en charge éventuelle avec les conditions des frais de déplacement, des remboursements, des frais de carburant, des frais de mobilité douce. Il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on a tout recentralisé. Alors, comment justifier les frais engagés par les VRP multicartes qui bénéficient d'un abattement sans remboursement de notre part? Qui justifie d'un abattement sans remboursement à partir du moment où il justifie d'un abattement, à partir du moment où le salarié, le VRP paye lui-même ses frais de déplacement, qu'il a accepté le fait d'avoir une déduction forfaitaire spécifique, vous n'avez pas à lui rembourser les frais de déplacement. C'est lui qui paye ses frais de déplacement, ce qui justifie la déduction forfaitaire. Est-ce que je sais pas si je me suis bien exprimée ou si vous m'avez compris.
concernant les 10 € par mois de télétravail, c'est une obligation pour l'employeur. Alors d'où l'intérêt d'avoir une charte de télétravail. Voilà, il faut toujours normaliser et formaliser les choses et surtout les écrire. On écrit les règles du jeu comme ça tout est clair. Une obligation, Aurélie? Alors, là, c'est vrai que la réponse, ça va être un peu, mitigée dans le Désolée. sens voilà, dans le sens où en fait, la réglementation, elle renvoie aux partenaires sociaux, et à l'employeur le soin de définir les conditions d'indemnisation du télétravail. Ça n'a pas forcément c'est dans ces termes, hein, que ça a été, prévu, par l'accord national interprofessionnel sur le télétravail. Néanmoins, il y a un principe jurisprudentiel qui, impose général, aux salariés d'être indemnisés des frais engagés. Donc, si la charte, ou l'accord n'a pas, réglé ces sujets-là, il n'y a pas encore de jurisprudence très claire sur le sujet parce qu'on peut également se poser la question sur le télétravail. On a connu tous la période du télétravail imposé. Là, maintenant, on est dans le cadre du télétravail plutôt volontaire, choisi par le salarié. Est-ce que dans ce cas-là, l'employeur a l'obligation de prendre en charge le télétravail? Bon, à lui de voir lors de la négociation via l'accord ou le télétravail. Et laissons le soin peut-être à la jurisprudence de se positionner de manière certaine sur ce sujet. Je vois qu'il y a un complément de question concernant madame ou monsieur Cousin, je suis désolée. Écoutez, à la limite, je vous propose de nous appeler, comme ça on étudiera ensemble, votre cas particulier et on y répondra. Je vois qu'Annelise aussi a mis l'article concernant les frais de transport domicile-travail qui peuvent aussi vous aider sur la mise en place de certaines prises en charge. Moi, j'en ai terminé. Merci Aurélie. Merci à vous tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt. Au Merci. revoir.